Donc effectivement, je vais vous présenter donc une étude sur les potentialités du couplage chromatographie ionique spectrométrie de masse pour l'analyse de pesticides polaires dans des matrices alimentaires et environnementales. Donc lors de cette présentation, je vais faire une brève introduction sur ce qu'est la chromatographie ionique, puis nous verrons les spécificités et caractéristiques du couplage ICMS. Et enfin, nous illustrerons ce couplage ICMS à l'aide d'une application qui est l'étude donc du glyphosate et d'autres composés polaires dans les matrices environnementales et alimentaires. Qu'est-ce que la chromatographie ionique? Eh bien, la chromatographie ionique est une technique séparative qui va permettre de séparer les espèces ionisées ou ionisables dans des mélanges complexes. La séparation est effectuée à l'aide d'une colonne échangeuse d'ions qui va être traversée par un éluant qui est constitué essentiellement d'acide, de base ou de sel. La séparation chromatographique dans ce contexte se fait en fonction de la charge de la molécule ou de sa taille. Plus la charge est importante, mieux la molécule sera retenue sur la colonne. Et la taille de la molécule intervient également. Plus la taille est importante, plus la charge est diffuse, et donc moins la molécule va être retenue. Cette technologie présente un avantage certain. Les interactions qui sont mises en place lors de la séparation sont très spécifiques et uniques, ce qui fait que cette chromatographie ionique est très tolérante aux effets matrices. Et lorsque l'on sait qu'en matrice alimentaire, on a des matrices extrêmement chargées, il est important d'avoir à l'esprit cet aspect-là. En sortie de colonne, on utilise un suppresseur qui va neutraliser la phase mobile de manière à la rendre compatible par rapport au détecteur utilisé. Donc, voici le schéma de montage d'un couplage ICM-SMS. Il existe bien sûr plusieurs modes de détection en chromatographie ionique qui peuvent être conductivité, ampérométrie. Mais depuis quelques années, on voit de plus en plus de demandes, de plus en plus d'applications développées par spectrométrie de masse. Donc vous avez ici le schéma de montage de ce couplage. En haut à gauche, vous avez donc une pompe qui va délivrer le solvant au générateur d'éluant. Donc c'est un système ici qu'on appelle système Reagent Free Ion Chromatography, dans la mesure où vous n'avez pas vous-même à préparer les phases mobiles. Elles sont préparées directement par ce générateur. Donc ce générateur va générer les phases éluantes qui vont ensuite être envoyées vers la colonne pour la séparation des molécules. Bien évidemment, vous avez ici un passeur d'échantillons qui va vous permettre d'injecter les échantillons à analyser. En sortie de colonne, un suppresseur qui va vous neutraliser la phase mobile de manière à la rendre compatible par rapport au détecteur. Et vous avez ensuite un détecteur conductivité et le spectromètre de masse. Donc, l'éluant qui sort en sortie du suppresseur est une phase exclusivement aqueuse qui malheureusement n'est pas compatible avec la spectrométrie de masse. Et c'est la raison pour laquelle on est obligé d'ajouter en sortie d'éluant, en sortie de suppresseur, on est obligé de rajouter un solvant organique de manière à favoriser l'ionisation des molécules dans la source et améliorer de ce fait la sensibilité en spectrométrie de masse. Donc il existe sur le marché différents types de spectromètres de masse que l'on peut coupler à la chromatographie ionique. Globalement, il y a deux catégories, des instruments que l'on dit haute résolution, qui sont utilisés pour la quantification, mais également pour l'identification de molécules. Et l'autre type d'instruments, qui sont les appareils de type triple quadrupolaire, qui sont des instruments extrêmement réputés pour leur sensibilité et leur spécificité. Et ce sont ces instruments qui seront couplés de manière générale à la chromatographie ionique pour le dosage donc, de petites molécules polaires. Donc, dans la gamme de triple quadrupole qui nous intéresse ici, on a trois instruments, le Quantum Access, l'Endura et le Quantiva. Les modes de fonctionnement de ces instruments sont rigoureusement identiques. La seule différence entre ces différents appareils est liée à leur sensibilité. Donc, le TSQ Quantiva, qui est ici à droite de l'écran, est l'appareil le plus sensible, et donc c'est l'instrument qui va être utilisé pour le dosage des composés, des pesticides polaires dans l'eau, où la sensibilité requise est de l'ordre du ppT. Par contre, pour les matrices alimentaires où on recherche des concentrations qui sont plutôt de l'ordre du ppb, on préférera le milieu de gamme qui est le TSQ Endura. Merci. Donc, comme précisé lors de la
présentation du schéma de montage du couplage ICMS, il est nécessaire d'ajouter en sortie de colonne une phase organique de manière à améliorer le processus d'ionisation des ions. Donc on a fait une étude de l'impact de la nature de ce solvant organique sur la sensibilité. Donc on a étudié 3 solvants qui sont l'acétonitrile, le méthanol et l'isopropanol. Et on a fait des essais de sensibilité, donc on a regardé la sensibilité intrinsèque pour chacune des molécules en fonction de ces solvants. Donc les 5 molécules qui ont été analysées sont le phoséthylaluminium, le glufosinate, l'AMPA, le clopyralide et le glyphosate. Et comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, c'est l'isopropanol qui donne la meilleure sensibilité pour ce type d'analyse. Les premiers essais de couplage ICMS dans le domaine de l'environnement ont été faits pour l'analyse du glyphosate. Le glyphosate, vous connaissez tous bien évidemment ce composé, qui est un herbicide large spectre qui est très largement utilisé, un composé donc qui se dégrade en acide amino-éthylphosphonique et qui est fréquemment retrouvé bien sûr dans les plantes, l'eau, le sol. Les glyphosates et l'AMPA sont des composés de faible poids moléculaire qui sont très polaires et zwitterioniques, ce qui veut dire que ce sont des molécules difficiles à chromatographier en phase inverse. On entend très très souvent, il y a beaucoup de documents, d'articles qui sont publiés dans la presse concernant le glyphosate et son impact sur l'environnement et la santé. En 2016, il y a un certain nombre d'études qui ont été publiées sur l'analyse de glyphosate dans différentes matrices, et notamment le Munich Environmental Institute a retrouvé du glyphosate dans 14 bières allemandes à des concentrations qui vont de 0,46 à 30 microgrammes litre. En parallèle, aux États-Unis, on a testé un certain nombre de céréales petit déjeuner. Sur les 24 céréales testées, 10 contenaient du glyphosate et à des seuils relativement élevés qui vont de 86 à 1327 microgrammes par kilo. Donc c'est quand même relativement élevé. En mars 2015, l'Agence internationale de recherche contre le cancer a mis en garde a considéré que le glyphosate pouvait potentiellement être un composé cancérogène, bien qu'en mars 2016, donc un an plus tard, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré qu'il y avait probablement peu de chances pour que ce composé soit toxique par voie alimentaire. Le débat n'est toujours pas clos, il y a beaucoup de discussions de l'utilisation de son composé. Les laboratoires européens de référence ont publié une liste de méthodes qu'il est possible d'utiliser pour l'analyse du glyphosate et des composés polaires dans les matrices alimentaires. Globalement, ils préconisent 2 types de méthodes, soit une méthode LC ici, soit des méthodes chromatographie ionique. La méthode LC, qui est préconisée par les laboratoires de référence européens, est une méthode qui utilise la colonne hypercarbe. La colonne hypercarbe est une colonne relativement unique, dans le sens où elle utilise des mécanismes de rétention qui sont très spécifiques et qui vont retenir les molécules en fonction de leur polarité et également de leur structure. Donc ces colonnes sont très utilisées pour l'analyse de composés polaires. Cependant, l'optimisation des méthodes peut être relativement complexe. Lorsqu'on travaille avec des matrices chargées, les temps d'équilibre pour passer d'une injection à une autre peuvent être relativement longs et la robustesse à long terme est encore discutable. Donc bien que cela fonctionne, il y a tout de même des limitations. D'autre part, même dans ces conditions de rétention relativement élevées, avec cette colonne hypercarbe, les molécules d'intérêt vont sortir relativement tôt et vont coéluer avec les interférences présentes dans la matrice. Cette coélution va faire qu'il y aura une espèce de compétition à l'ionisation dans la source du spectromètre de masse et donc généralement une perte de sensibilité. C'est la raison pour laquelle on se tourne maintenant vers le couplage IC-MSMS plutôt que LC-MSMS. Donc vous avez ici un exemple de résultat obtenu pour un standard de glyphosate injecté à 50 ppt dans une matrice donc aqueuse. Vous avez 3 chromatogrammes qui sont représentés en haut à gauche. Ces chromatogrammes en fait correspondent à ce qu'on appelle une transition SRM, donc on sélectionne la masse du parent et la masse de son fils, et c'est cette transition qui est spécifique à chacune des molécules que l'on dose qui va être suivie au cours du temps.
Donc la transition de haut, en haut, qui est généralement la transition la plus intense, va être utilisée pour la quantification de la molécule, et les deux autres transitions, qui sont généralement des transitions plus faibles, vont être utilisées pour la confirmation du résultat. Donc le signal relativement important à une concentration de 50 ppt, vous avez un beau signal ici, et la courbe de calibration qui est à droite sur la diapositive va de 10 ppt à 10 ppb, donc vous avez une très bonne linéarité sur 3 décades. Donc la sensibilité, ici la LOQ qui a été déterminée est de 10 ppt. Ces résultats ont été obtenus sur un TSQ Endura qui est un appareil milieu de gamme. Lorsqu'on travaille avec un instrument un peu plus sensible tel que le TSQ Quantiva, on peut descendre à une LOQ qui est entre 2 et 5 ppt dans l'eau. On a également fait des essais sur le glyphosate. On a essayé également de regarder l'impact de la matrice sur la sensibilité du signal. On a étudié en fait dans ce contexte la surface du pic générée pour le glyphosate en fonction de ces matrices. Donc 5 matrices ont été utilisées, matrices artificielles, une eau potable, des eaux en bouteille, des eaux déionisées et des eaux de surface. Et on a reporté ici sur ce graphe la surface du pic en fonction de la concentration. Et comme vous pouvez le voir, la pente bien sûr des droites est différente, ce qui veut dire qu'il y a un facteur de réponse qui va être différent en fonction de la nature de la matrice. Donc la matrice va vraiment impacter la sensibilité du signal. Si on prend l'exemple de l'eau potable et de l'eau déionisée, vous avez globalement un facteur 2 à 3 de sensibilité entre ces deux matrices. Pour compenser cet effet matrice, donc, il est fortement recommandé d'utiliser des étalons internes qui vont corriger cet effet-là au niveau de la LC-masse. Bien évidemment, ces composés glyphosate et autres composés polaires sont retrouvés dans des matrices alimentaires, et vous avez ici l'exemple d'un chromatogramme qui a été obtenu sur un échantillon de laitue à une concentration de 10 microgrammes par kilo. Donc le glyphosate sort relativement tard dans cet essai puisqu'il est observé à 13 minutes 24, mais vous avez également sur le chromatogramme la possibilité bien sûr d'analyser d'autres composés présents dans l'échantillon, tels que le phoséthylaluminium, l'acide phosphonique, le glufosinate, l'AMPA, le N-acétyl-AMPA, etc., etc. Comme vous pouvez voir ici sur ce chromatogramme, vous avez plusieurs molécules qui coéluent. Il n'est pas nécessaire en spectrométrie de masse de séparer ces molécules puisque chaque molécule va être quantifiée en fonction d'une transition, et encore une fois, cette transition correspond à la masse de la molécule et la masse d'un de ses fragments. Donc vous pouvez avoir une coélution au niveau de la chromatographie ionique, mais le spectromètre de masse, lui, sera capable spécifiquement de quantifier chacune de ces molécules, même si elles coéluent. Le temps d'analyse est relativement court, vous voyez ici pour l'ensemble de ces composés, le temps d'analyse est de 15 minutes. Il nous a semblé également important d'étudier l'impact de la matrice sur la répétabilité du signal. Donc on a vu tout à l'heure qu'on a étudié l'impact de la matrice sur la sensibilité du signal, mais il nous a semblé également important d'étudier l'impact sur la répétabilité du signal. Donc on a considéré un certain nombre de pesticides polaires dans des échantillons avec différentes matrices qui sont le solvant, l'orange, l'oignon, la tomate, le melon et la carotte. Et ce que l'on voit sur la partie gauche de l'écran, donc on a les résultats obtenus à une concentration de 10 microgrammes par kilogramme. Ce que l'on observe, c'est que pour la totalité des pesticides présents dans le solvant, l'orange et l'oignon, les résultats sont répétables avec une RSD inférieure à 5%. Pour ce qui est maintenant de la tomate, du melon et de la carotte, les pourcentages RSD sont inférieurs à 5% pour 83% des molécules, mais ils sont supérieurs, donc ils sont de l'ordre de 6 à 10% pour 17% des molécules. Donc on voit très clairement que la matrice a un impact sur la répétabilité du signal. Lorsqu'on augmente la concentration maintenant avec les résultats obtenus ici à droite, où on est à 50 microgrammes par kilo, eh bien vous voyez que seule la carotte ne permet pas d'obtenir une RSD inférieure à 5% pour l'ensemble des molécules. Donc la matrice a un impact sur la sensibilité, la matrice a également un impact sur la répétabilité. Et c'est pourquoi, encore une fois, il est important d'utiliser des étalons internes pour corriger ces effets matrices. Vous avez ici des courbes de calibration obtenues dans une matrice orange, donc des courbes de calibration très classiques qui vont de l'AMPA à l'acide phosphonique à des concentrations qui vont de 10 à 500 microgrammes par kilo. Donc quelque chose de très linéaire, encore une fois, obtenu avec des étalons internes.
En conclusion, je dirais que l'approche ICM-SMS est une alternative de choix pour l'analyse des composés polaires, à la fois dans des matrices alimentaires et des matrices aqueuses. La préparation de l'échantillon en IC est relativement simple. Elle ne requiert pas de dérivation comme on pourrait le faire avec la chromatographie liquide. Donc ça, c'est un aspect important pour la mise en œuvre de la méthode. La spécificité de la chromatographie ionique en fait une approche adaptée à l'analyse de ce type de composé. Ce qui est important également de souligner, c'est bien qu'il y a des effets matrices importants, ces effets sont moins importants que ce qui est observé en LC-mass. Et bien sûr, la spectrométrie de masse va vous apporter la spécificité et la sensibilité. On utilisera un instrument haut de gamme pour des matrices environnementales de type O, puisque dans ce cas, on travaille des concentrations qui sont de l'ordre du PPT. Et lorsque vous travaillerez sur des matrices alimentaires, on prendra un instrument plutôt de type moyenne gamme. Merci à vous.